Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours, on aborde dans l'émission les sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Notre dossier du jour est consacré à la 19e édition du Pasteurs-Don. La mobilisation pour la recherche scientifique a débuté hier dans le 15e arrondissement à l'Institut Pasteur pour une journée portes ouvertes à destination des familles, l'occasion de rencontrer les chercheurs et les scientifiques qui œuvrent au quotidien pour nous protéger. La campagne de dons, elle, s'étalera jusqu'à dimanche soir. Autant de bonnes raisons pour nous de détailler les enjeux de santé qui doivent nous inquiéter, l'état de la recherche évidemment et la nécessité de la soutenir. On en parle longuement avec nos invités dans une minute. En culture, Olivier Soliveres adapte et met en scène pour le Théâtre de la Madeleine la comédie musicale Dear Evan Hansen. C'est un succès outre-Atlantique qui s'exporte avec brio à Paris. On est ravis de pouvoir vous le présenter. Dans l'entretien culture, de la gastronomie, enfin dans C'est tout bon. Et on voyage chez nos voisins italiens à l'occasion de la Pizza Week. Vous l'avez compris, Laurent Saloche a dressé une sorte d'agenda des meilleures pizzas de Paris. C'est un véritable guide pour vous y retrouver dans la capitale. Cette année encore, le Figaro TV est partenaire du Pasteurs-Don. Nous sommes très fiers d'être aux côtés des chercheurs et des scientifiques pour soutenir la recherche. On vous propose de regarder ce clip finalement qui nous définit et qui définit notre engagement puisque la campagne de dons a déjà débuté. J'ai un message important pour vous de l'Institut Pasteur. Chaque vie est une promesse fragile. Un battement de cœur, un éclat de rire. Parfois, la vie vacille. Cancer plus précoce, futures épidémies, antibiorésistance. À l'Institut Pasteur, nous travaillons sans relâche pour faire avancer la science et nous protéger contre ces maladies. Nous scrutons l'infiniment petit pour protéger l'infiniment grand. Pour vous, pour vos proches. Comme vous venez de le voir, les chercheurs de l'Institut Pasteur ont besoin de nous. Pour que la recherche avance, pour protéger nos vies, il est urgent de nous mobiliser. Faites un don sur pasteurdon.fr ou au 3620. Merci. Et ce numéro, on ne va cesser de le répéter, le 3620 pour soutenir la recherche et donc le Pasteurs-Don pour cette 19e édition. Et on va parler des enjeux avec nos invités en plateau. Charline Burban, vous êtes responsable du pôle Marc à l'Institut Pasteur. Merci beaucoup d'être avec nous. Philippe Glaser, vous êtes responsable de l'unité écologie et évolution de la résistance aux antibiotiques à l'Institut Pasteur. En visio avec nous, Patricia Blanc, présidente fondatrice de l'association Imagine for Margot. Merci beaucoup à tous les trois de nous accorder du temps. Je vais commencer avec vous, Charline Burban, puisque c'est la 19e édition du Pasteurs-Don. Je l'ai expliqué, c'est toujours un moment très important pour la recherche scientifique. C'est l'occasion de lever des fonds pour la recherche, pour nos chercheurs. L'an passé, combien d'argent a été récolté finalement ? Alors l'an passé, on a récolté 2,6 millions d'euros pour le Pasteurs-Don 2024. Et donc on espère pouvoir faire plus cette année. Il faut savoir que le Pasteurs-Don, ce n'est pas qu'une simple opération d'appel aux dons. C'est une opération pour soutenir la santé, soutenir la recherche, soutenir la science, surtout dans ce contexte actuel international où la recherche, la science est de plus en plus menacée. Et donc on a besoin de donner du soutien à nos chercheurs pour trouver de futurs traitements et pour protéger la vie. Philippe Glaser, cette désinformation, cette ère dans laquelle on est, où on remet systématiquement en cause les énoncés scientifiques, ça vous inquiète ? C'est toujours inquiétant, hein. Par exemple, il y avait des gens qui remettaient en cause le fait de ne pas utiliser des antibiotiques. Les antibiotiques, c'est mon domaine, donc on limite l'utilisation des antibiotiques chez les animaux et certains, par exemple, souhaitent remettre l'utilisation des antibiotiques comme promoteur de croissance chez les animaux, ce qui contribue à la résistance. Et donc ça, c'est finalement un peu anti-scientifique. D'accord, donc on doit se méfier finalement et on doit prendre tout avec des pincettes puisqu'on le sait sur les réseaux sociaux, il y a énormément de choses qui sont présentées aussi comme étant scientifiques et qui ne le sont pas. Donc on comprend bien ce combat. À quoi ont servi les fonds qui ont été levés l'an passé ? Alors, tout d'abord, il faut savoir que la philanthropie, ça fait partie de l'ADN de l'Institut Pasteur. Et ça, depuis sa création, il y a plus de 140 ans. Donc en fait,
il faut également savoir que l'Institut Pasteur repose sur la générosité du grand public, puisque ça représente 30% du budget. Donc c'est colossal. Exactement. La générosité du grand public représente 30%. Donc sans cette générosité, l'Institut Pasteur ne pourrait pas fonctionner. Cette générosité, cette philanthropie, elle sert à plusieurs choses. Elle sert d'une part à donner de la liberté à la recherche. Elle permet de laisser aux scientifiques libre cours à leur intuition. Et ça, c'est très important parce que c'est ça qui permettra demain de faire de futures découvertes. Elle va nous permettre du coup d'être à la hauteur de nos ambitions, puisque la recherche coûte de plus en plus cher. Et elle nous permet aussi d'être réactifs en cas d'urgence sur le terrain. On a notamment, par exemple des épidémies ? Exactement, une émergence d'un virus, une émergence d'Ebola. On a une cellule d'intervention biologique d'urgence qui nous permet d'intervenir comme ça au pied levé. Mais tout ça, c'est possible uniquement grâce à des fonds. Et donc concrètement, les dons, ils servent à la fois à financer, bien sûr, le salaire de nos chercheurs, de nos techniciens. Il faut savoir en fait que pour faire tourner une unité de 10 chercheurs pendant un an, il faut 1 million d'euros. Donc c'est colossal. Ça nous sert également à acquérir des équipements. Donc ça va des équipements basiques comme des gants, des pipettes, des éprouvettes, mais aussi acquérir des équipements de pointe, notamment des microscopes de haute précision. On a acquis par le passé un microscope qui s'appelle Titan, qui vaut près d'1 million d'euros. Donc ça, c'est extrêmement important aussi pour ceux qui nous écoutent de bien comprendre que leurs dons ont une conséquence directe sur la recherche, un impact positif finalement presque quantifiable. Ce que vous nous décrivez, c'est finalement, ça sert à faire fonctionner le quotidien de l'Institut Pasteur, à permettre aux chercheurs, aux scientifiques de travailler et d'acheter le matériel nécessaire. Vous le confirmez, Philippe Glaser, c'est essentiel ? Je le confirme, c'est essentiel. Mais la relation avec le public, c'est au-delà des dons. C'est aussi finalement de pouvoir communiquer avec eux. Donc de l'échange. Et voilà. Et par exemple, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de donner des conférences, entre guillemets, grand public, notamment aux donateurs. Et c'est vraiment très agréable à la fois de voir leur intérêt pour le travail qu'on fait, mais aussi pour voir les questions qui se posent, parce que ça nous met finalement un peu en cause ce qu'on fait et ça nous permet finalement d'aller plus dans la direction de ce qui est attendu aussi et des besoins de la recherche. De la même manière, j'interagis beaucoup avec des médecins et l'interaction avec les médecins permet finalement de se poser les bonnes questions qui seront importantes pour la santé future. Donc c'est important de se confronter finalement au monde. Vous parlez du public, vous parlez des médecins. J'imagine que vous le faites naturellement, mais quand on est scientifique, j'imagine qu'on est plongé aussi dans des travaux de recherche. On est plongé dans des travaux de recherche, mais par exemple, mes travaux de recherche sont directement en collaboration avec des hôpitaux, à l'hôpital Avicenne, donc à Bobigny, l'hôpital de Caen. Et donc intégré aux réalités des besoins de la recherche. Et avec la réalité aussi des patients. Et c'est en fait ce qu'on appelle le bed to bench, donc du lit à la paillasse et de la paillasse vers le lit. Bed to bench, j'ai appris quelque chose. Un mot sur les enjeux de santé publique, ceux qui doivent nous inquiéter aujourd'hui et ceux sur lesquels vous mettez le focus pour cette 19e édition du Pasteur Don. En effet, aujourd'hui, on doit faire face à des enjeux de santé publique majeurs et ce sont ces enjeux-là qu'on a souhaité mettre en lumière à travers ce Pasteur Don 2025. Il y en a 3 qui sont mis en lumière. Il y a notamment l'augmentation du cancer chez les jeunes adultes et notamment le cancer colorectal. Donc on a plusieurs unités de recherche qui travaillent sur ce sujet, notamment une unité qui va travailler sur tout ce qui est microbiote. Le deuxième enjeu, c'est l'essor des nouveaux microbes résistants aux traitements actuels. Notamment aux antibiotiques, on en parlera longuement. Résistance, on en parlera tout à l'heure. Et enfin, le troisième, c'est la préparation aux futures pandémies mondiales. Oui, parce qu'on n'a pas envie de revivre un Covid bis. Hein. Exactement. Et le réchauffement climatique, malheureusement, fait émerger de nouvelles menaces pour la santé. Et donc, il faut absolument qu'on anticipe ces futures pandémies. On l'a vu avec les 301 cas de chikungunya début septembre en France, finalement. Ouais, ça nous explique finalement aussi ce que vous décrivez, cette étendue des aires géographiques et la propagation de ces virus. Et tout ça, il faut pouvoir le préparer, il faut pouvoir l'anticiper. Et donc pour ça, on a besoin de financer le travail de nos chercheurs. Patricia Blanc, on vient de parler du cancer, notamment du cancer colorectal chez les jeunes adultes. Vous vous occupez plutôt des cancers chez les enfants, donc chez les très jeunes. Comment est-ce que vous voyez la tendance évoluer ? Qu'est-ce que vous remarquez sur le terrain ?
Nous, sur le terrain, on remarque qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, même si il y a eu quelques victoires ces derniers temps. Il faut savoir que le cancer chez l'enfant, c'est la première cause de décès par maladie des enfants de plus d'1 an en France et en Europe. C'est un enfant sur 440 qui est diagnostiqué d'un cancer avant l'âge de 15 ans. Et donc, la première question que se posent les familles, et là où vraiment il faut axer la recherche, c'est pourquoi mon enfant a un cancer ? Les enfants ont des spécificités et aujourd'hui, on doit mieux comprendre pourquoi les enfants ont des cancers. Les enfants ne fument pas, ne boivent pas d'alcool, ne s'exposent pas au soleil. Donc, on a vraiment besoin de comprendre encore mieux pourquoi les enfants ont des cancers. On sait aujourd'hui qu'il y a 10% de causes qui peuvent être génétiques, mais il y a toute une exploration à faire de mieux comprendre les cancers de l'enfant. Et ensuite, aujourd'hui, le deuxième axe vraiment qui est important, c'est la recherche de nouveaux traitements. Parce que aujourd'hui, la recherche est essentiellement sur les adultes. Et l'innovation est très axée vers les adultes dans le cancer, mais très peu chez les enfants. Or, c'est pas des adultes en miniature, les enfants, et il y a vraiment encore besoin de comprendre la manière d'avoir des nouveaux traitements, comment on donne accès à toute cette innovation qu'il y a dans le cancer, aux spécificités des enfants. Et on comprend bien à quel point des initiatives comme le Pasteur Don sont importantes pour soutenir cette recherche et vous l'avez dit, nous intéresser particulièrement à ces sous-populations, par exemple aux enfants et donc au cancer qui les touche. Je me suis noté un chiffre inquiétant concernant les tumeurs agressives du cerveau. Les enfants sont de plus en plus touchés. Ce cancer chez l'enfant progresse en effet de 2% tous les ans. C'est relativement inquiétant évidemment. En plus, on parle de cancers qui sont très agressifs. Est-ce qu'aujourd'hui, la recherche scientifique traîne finalement par rapport à la progression, à l'évolution de ce nombre de cas et de l'agressivité de certains cancers? Oui, alors le cancer du cerveau, c'est là où il y a encore le plus de progrès à faire. Puisqu'il y a vraiment eu peu d'augmentation du taux de survie sur les cancers au cerveau. Il y en a pour certains qui sont encore incurables. Donc, alors 2% de l'augmentation des cancers, il faut voir déjà peut-être qu'on les diagnostique mieux, mais là encore, il faut mieux comprendre pourquoi il y a une augmentation. Sur les cancers au cerveau, il y a vraiment beaucoup de recherches à faire. Moi, je peux vous donner un exemple de choses qui avancent quand même, pour rester quand même dans l'espoir. Donc, ça fait 10 ans qu'on s'attaque avec les chercheurs aux tumeurs du cerveau qui s'appelle le gliome infiltrant du tronc cérébral. Vous voyez, après diagnostic, c'était 9 mois de survie. Et aujourd'hui, on a des enfants qui sont encore là après 8 ans de diagnostic. C'est pas encore suffisant parce que c'est que très peu d'enfants. Sur une cohorte de 600, on a 8 enfants qui sont longs survivants. Mais au moins, ça donne de l'espoir parce qu'on a compris pourquoi ces enfants étaient longs survivants et puis pourquoi les autres, du coup, n'étaient pas en rémission. Et donc, là, les chercheurs sont en train d'essayer de trouver aussi une façon de guérir ces enfants qu'on n'a pas pu guérir. Donc voilà, c'était quand même une petite révolution dans le domaine des tumeurs au cerveau qui, on espère, va nous apprendre encore beaucoup pour nous donner de l'espoir pour les enfants. Mais c'est vraiment un axe, les tumeurs au cerveau à développer en termes de recherche. Merci beaucoup de parler d'espoir. C'est vrai que c'est important quand on parle de ces maladies qui sont extrêmement difficiles et pour les malades et pour les familles, évidemment. Une dernière question, vous disiez tout à l'heure, il faut qu'on aille essayer de comprendre ce qui explique ces cancers. Vous avez parlé de la génétique à hauteur d'à peu près 10%. Vous avez expliqué finalement un certain nombre de facteurs, commencé en tout cas à expliquer. Est-ce qu'il y a des choses à comprendre du côté de notre hygiène de vie? Est-ce que finalement un certain nombre d'études vont dans le sens d'une hygiène de vie qui se dégrade et donc qui peut avoir des conséquences sur la propagation et l'accélération de certains cancers? En fait, quand on parle du cancer de l'enfant, il y a plusieurs choses. C'est pas la même chose que les cancers des adultes. Et il y a plusieurs choses à prendre en considération. Alors certes, il y a la manière de vivre, mais il y a des enfants qui naissent avec des cancers, des nourrissons qui ont des cancers. Donc c'est aussi tout l'environnement de la tumeur pour comprendre pourquoi elle va se déclencher à un moment donné. Est-ce que c'est lié à la croissance de l'enfant? Est-ce que c'est lié effectivement à ce qui s'est passé dans le ventre de sa maman au moment où il était au moment du fœtus?
Est-ce que c'est des causes environnementales? Et là, en France, aujourd'hui, depuis quelques années, il y a 11 équipes en fait, de recherche qui se sont mis ensemble pour comprendre tous ces différents aspects de compréhension en fait des tumeurs de l'enfant, du système immunitaire aussi de l'enfant qui est différent de celui de l'adulte. Et donc c'est vraiment important d'avoir des recherches spécifiques pour bien comprendre tout ce qui pourrait causer des cancers chez un enfant, qu'il soit tout petit ou après à son adolescence et au moment où il va grandir. Il y a vraiment des spécificités de recherche là qui sont importantes à mener. Des équipes sont en train de le faire, mais il y a vraiment encore du travail à faire à ce niveau-là. Donc oui, j'encourage à développer la recherche de manière importante. Merci beaucoup Patricia Blanc. J'aimerais simplement vous faire réagir à une intervention d'Emmanuel Macron le 4 février dernier sur la nécessité de casser les délais des essais cliniques. Je vous propose qu'on écoute le président de la République et je vous fais réagir en plateau dans une minute. On est un peu reparti comme avant. Et donc, on ne peut pas se dire qu'on a des essais cliniques qui sont faits en Espagne ou en Allemagne juste pour des questions administratives. Ça, c'est de la folie. Et donc là, de la même manière, je veux qu'on corrige ça et qu'on s'aligne sur les meilleurs en Europe. C'est pas compliqué, on est normalement tous dans le même système. Voire qu'on essaie même de faire mieux parce que c'est un élément de compétitivité pour notre système. Et on ne peut pas faire venir les grandes pharma, je parle sous contrôle de ceux qui sont là, ou les entreprises les plus innovantes, si on leur dit chez nous, on ne va pas te permettre de faire ton essai de phase 1, où il va prendre 3 fois ou 4 fois plus de temps qu'à Barcelone, où il est déjà autorisé. Et donc on doit casser ces délais, et donc aller beaucoup plus vite sur les essais cliniques. Philippe Glaser, vous rejoignez les propos du président de la République, il faut qu'on aille plus vite sur cette phase des essais cliniques qui peuvent être très longs? Oui, je le rejoins d'abord sur un point, c'est de faire revenir les entreprises pharmaceutiques, qui fassent revenir leurs recherches en Europe et notamment en France. Et donc il faut faciliter, c'est à différents niveaux, mais il y a le point des essais cliniques, hein, qui est une chose qui est très compliquée, mais qui doit être facilitée et il ne doit pas y avoir de barrières pour la réalisation, des barrières inutiles. Bien sûr, c'est un processus compliqué qui doit être fait avec beaucoup de précautions. Oui, on doit garder ces strates de vérification et qui nous sécurisent, bien sûr. Il ne doit pas y avoir finalement de longueur administrative, de temps d'attente, des choses comme ça, qui n'apportent rien. Mais par contre, effectivement, tout ce qui est la sécurisation de ces essais est indispensable, bien entendu. Ce qui est fait d'ailleurs actuellement en France, hein. Patricia Blanc, quand on voit l'urgence de certains cancers, notamment chez les enfants, on doit pouvoir dépasser ces lourdeurs administratives? Ah oui, moi je suis révoltée de ces lourdeurs administratives, hein. On a des médicaments qui sont... Alors déjà, on n'en a pas tant que ça chez les enfants, mais quand on a des médicaments qui sont autorisés au niveau de l'Europe, mais qu'en fait on n'a pas l'autorisation en France, c'est juste inentendable pour des associations de parents. Et puis ce délai, enfin, quand on se dit que ça fait déjà des mois qu'on parle de ça et qu'on n'a pas réussi à changer nos process internes, c'est juste incroyable parce que c'est des pertes de chance. Les laboratoires pharmaceutiques vont aller ouvrir des essais dans d'autres pays, hein, même très proches de la France, et c'est vraiment le cas effectivement en Espagne, plutôt que d'aller ouvrir des essais cliniques en France où ils savent qu'ils vont avoir des lourdeurs administratives, qu'ils vont mettre beaucoup trop de temps pour ouvrir les essais cliniques et mettre des patients dans les essais. Une fois qu'il est ouvert en France, ben ça y est, l'essai est terminé parce que les inclusions sont pleines en fait. Donc vraiment, c'est assez révoltant de se dire encore ça fait des mois qu'on parle qu'on a fait ce constat que dans d'autres pays, comme par exemple l'Espagne, il y avait des procédures administratives qui avaient été mises en place et qui sont plus favorables et incitatives. Et puis nous, en France, on n'arrive pas à se mettre dans les bonnes résolutions pour des problèmes administratifs. Et un autre défi aussi à relever dans le cadre de la recherche scientifique. Une réaction peut-être, Charline Burban? Oui, en effet, les dons sont essentiels aujourd'hui face à tous les défis qu'on a à relever. C'est pour ça qu'en ce moment, on lance le Pasteur Don. Et d'ailleurs, j'encourage tout le monde à faire un don sur pasteurdon.fr. Ce que je précisais tout à l'heure quand je disais que l'Institut Pasteur fonctionnait grâce à 30%, grâce à la générosité du grand public, il faut savoir que l'Institut Pasteur est une fondation privée reconnue d'utilité publique et que donc la générosité du grand public représente 30% et on a très peu de financement de l'État. C'est-à-dire à peu près quel pourcentage? Aujourd'hui, l'État finance 16%. On est l'un des pays, on est le pays, l'État européen, qui investit le moins
dans la recherche. Est-ce que ça doit changer, ça aussi? Indépendamment, évidemment, de la philanthropie et de la générosité de ceux qui nous écoutent et des mécènes. Bien entendu, on a besoin de financement, donc bien entendu... Et l'État est réticent? Bon, là, on sait à quel point il est difficile de faire voter un budget, évidemment. En fait, là, c'est une très bonne question, mais ce sont des sujets qui sont évoqués au quotidien et l'État, enfin, je ne suis pas habilitée à... Oui, les négociations doivent être complexes. Philippe Glaser, vous êtes spécialiste de la résistance aux antibiotiques. Est-ce qu'on doit comprendre aujourd'hui que les bactéries, elles survivent à des doses d'antibiotiques qui, normalement, auraient dû les tuer? Alors en fait, une bactérie, elle devient résistante quand on ne peut plus la traiter à un antibiotique. En général, ce qu'on fait, c'est que quand elle est résistante à un antibiotique, on va prendre un deuxième antibiotique pour lequel on espère qu'elle sera sensible. Et ensuite, mais elle peut devenir résistante à 2 antibiotiques. Et maintenant, on peut avoir des cas de résistance, qui sont très rares, mais de résistance à tous les antibiotiques. Mais, ça vient de quoi? Alors, ça vient, donc, c'est un processus, on peut dire, darwinien, c'est-à-dire que les bactéries peuvent muter et devenir résistantes, mais il y a un autre mécanisme pour devenir résistante pour les bactéries, c'est de s'échanger ce qu'on appelle des gènes de résistance. C'est-à-dire qu'une bactérie qui est résistante, qu'on va avoir dans le tube digestif, qui n'est pas pathogène, peut donner ces gènes de résistance à une bactérie qui, elle, est pathogène et qui pourra provoquer une infection qui sera très difficile à traiter. Qui, elle aussi, sera donc résistante. Et qui deviendra résistante, mais en plus, c'est une bactérie qui est pathogène, qui est capable de provoquer une infection, par exemple une infection urinaire. Justement, j'allais vous demander de quel type d'infection on pouvait parler quand on évoque ces virus. Donc, ces bactéries. Ces bactéries, pardon. Oui, donc les infections urinaires, par exemple, c'est une des infections les plus fréquentes. Mais par exemple, si on prend des antibiotiques un jour et qu'une semaine plus tard, on a une infection urinaire, à ce moment-là, on a beaucoup plus de chances d'avoir une infection urinaire avec une bactérie résistante. Et donc, un risque d'avoir un échec thérapeutique et donc de devoir utiliser un deuxième antibiotique. Et souvent, les antibiotiques qui sont, entre guillemets, les plus puissants ont aussi plus d'effets secondaires. Par exemple, c'est des antibiotiques qui vont provoquer plus de diarrhée ou même d'autres effets secondaires qui sont plus dangereux encore. En Europe, 35 000 décès annuels résultent de bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. Elles pourraient causer 10 millions de morts par an d'ici 2050. Rien qu'en Europe, les décès pourraient doubler d'ici à 2030. Pardon, mais ces chiffres sont terrifiants. Oui, ces chiffres sont terrifiants, mais là, vous parlez de l'Europe, mais la situation est bien pire dans les pays du Sud, en Afrique par exemple, où finalement cette mortalité va toucher beaucoup les enfants. Et alors que c'est vrai qu'en Europe, ça va toucher plus les personnes âgées, les personnes affaiblies. Donc les personnes à risque? Les personnes à risque, c'est elles qui vont être les premières touchées, et notamment les gens qui sont en chimiothérapie. On a parlé tout à l'heure du cancer, mais on peut être guéri du cancer d'un côté et mourir d'une infection par ailleurs, ce qui est vraiment dommage quand même quand on a eu un traitement efficace et de se retrouver tellement affaibli que... Parce qu'on est immunodéprimé? Parce qu'on est immunodéprimé, le traitement anticancéreux va avoir, dans certains cas, un impact sur les défenses immunitaires, ça augmente la sensibilité, et lorsque la réponse immunitaire est affaiblie, finalement, les antibiotiques sont moins efficaces. Donc à la fois, il faut combattre la résistance aux antibiotiques, mais il faut aussi avoir des antibiotiques qui soient plus efficaces pour agir. Ça, c'est votre métier, de construire des antibiotiques plus efficaces. Mon métier, c'est plutôt en fait de comprendre comment les bactéries deviennent résistantes et comment elles peuvent circuler. C'est-à-dire comment, par exemple, on fait des études à l'hôpital pour savoir comment les bactéries sont transmises d'un patient à un autre patient. Donc là, on parle d'infection nosocomiale, quand un patient arrive sans être infecté et va pouvoir s'infecter, soit avec ces bactéries. C'est la crainte de certains patients qui se rendent à l'hôpital et qui, finalement, dans le cadre d'une intervention chirurgicale, peuvent être infectés par une bactérie. Exactement. Et en fait, quand un patient va devoir subir une opération, si c'est une opération qui n'est pas urgente, et si ce patient est porteur d'une bactérie finalement à risque, multirésistante, eh bien on va essayer de déplacer un peu l'opération pour être dans des situations où il aura moins de ces bactéries résistantes. Et à l'Institut Pasteur, on cherche à développer des stratégies pour décoloniser le patient, pour finalement éliminer les bactéries résistantes qu'il a dans son tube digestif, pour finalement rendre l'opération ensuite plus sécurisée d'un point de vue du risque d'infection. Est-ce que tout cela a un lien avec notre environnement et l'environnement ? Alors ça a un lien avec notre environnement. Avec l'environnement, en fait, les bactéries circulent. Elles circulent au niveau planétaire. Donc plus les échanges sont nombreux, plus elles circulent. Plus les échanges sont nombreux, plus elles circulent. Elles circulent entre nous. Quand il y a une densité de population plus importante, elles circulent plus. Et effectivement, tout à l'heure, on a parlé un peu du réchauffement climatique, mais on a montré, d'un point de vue statistique, que la température d'un pays influençait le taux de résistance aux antibiotiques.
C'est-à-dire que dans les pays la chauds, température est élevée, plus indépendamment, vous nous expliquez dans les pays du Sud. Voilà, mais indépendamment, dans les pays du Sud, il y a surtout le problème de la pauvreté dans les pays du Sud, mais indépendamment de la question de la pauvreté, du système de santé, lorsqu'on a une température plus élevée, on va avoir des niveaux de résistance plus élevés. Ce qui peut expliquer en partie qu'en Europe, les pays du Sud sont les pays où il y a les plus hauts niveaux de résistance aux antibiotiques. Est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider, évidemment sur votre spécialité, mais en général également ? Alors, bon, l'intelligence artificielle est utilisée. Elle est utilisée pour essayer de choisir des nouvelles molécules qui sont potentiellement de futurs antibiotiques, pour améliorer les antibiotiques. Et également, dans la surveillance, on commence à utiliser l'intelligence artificielle. Ça fait partie des nouveaux outils de la recherche, finalement. Oui, tout à fait. De plus en plus, on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle, mais à l'Institut Pasteur, ça fait déjà de nombreuses années qu'on travaille avec l'intelligence artificielle et qu'on innove au quotidien, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Philippe Glaser, dans votre spécialité, qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui manque à votre équipe, à ceux qui travaillent avec vous? Qu'est-ce que les dons pourraient permettre de financer, de soutenir? Alors les dons peuvent financer finalement les budgets pour payer des étudiants, pour payer des stagiaires postdoctorants, effectivement, et dans l'avenir aussi pour avoir des recrutements au sein de l'Institut Pasteur de chercheurs permanents qui seront motivés pour lutter contre les infections. Je crois qu'il n'y a pas de crise des vocations, non, du côté des chercheurs et des scientifiques, si? Non, moi je reçois quotidiennement des demandes de stage, des demandes de thèse. C'est plutôt bon signe, ça. C'est bon signe, et la résistance aux antibiotiques, c'est vraiment un sujet qui motive les jeunes pour vraiment différents aspects, et ça fait plaisir. Mais d'un autre côté, c'est un peu triste. Là, j'avais un étudiant qui avait un super CV, et je suis obligé de lui dire que j'ai pas de place parce que j'ai déjà recruté 2 étudiantes en master. Parce que vous manquez de moyens? Non, c'est plutôt je manque de cerveau disponible pour recruter ces étudiants. Souvent, la question de la traçabilité inquiète les donateurs. On se dit, bon, j'ai bien envie de donner, c'est une cause noble, je considère qu'il faut soutenir la recherche, mais je ne sais pas très bien où va aller mon argent. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez rassurer ceux qui nous écoutent. S'ils font un don au 3620, ça sera directement utilisé par les chercheurs, les scientifiques de l'Institut Pasteur? Oui, que les donateurs soient entièrement rassurés là-dessus. Les dons qu'ils vont faire seront bien au service des chercheurs de l'Institut Pasteur. Il faut savoir qu'on répond à un certain nombre d'engagements et de labels à l'Institut Pasteur. On est notamment agréé par le label Don en confiance. Et ce label-là, en fait, c'est un organisme donc, de labellisation et de contrôle des fondations faisant appel à la générosité du grand public. Et donc de traçabilité. Et de traçabilité. Donc à ce titre-là, en fait, on est très contrôlé au niveau du fonctionnement, au niveau de notre gestion financière. C'est un suivi très sérieux, et donc là, il n'y a pas de crainte à avoir là-dessus. Les dons donc des donateurs, aujourd'hui, vont servir vraiment à financer directement tous les travaux de recherche sur les sujets qu'on a évoqués tout à l'heure, que sont les cancers, les maladies infectieuses, l'antibiorésistance, la préparation aux futures pandémies. Et c'est notre santé directement concernée derrière, et on peut échanger avec les chercheurs, les scientifiques qui se rendent disponibles pour donner aussi du corps finalement à cette réalité et à ces dons. Et vous le disiez tout à l'heure, ce sont des moments que vous chérissez particulièrement, ces échanges. Oui, tout à fait. Et en fait, je voudrais rebondir un peu sur la question précédente. Oui. En fait, par rapport aux dons et par rapport à la réactivité, c'est vrai que une fois, on avait besoin d'un nouveau séquenceur, qu'on avait estimé que c'était important d'avoir ce nouveau séquenceur pour l'Institut Pasteur. Et en discutant avec le directeur scientifique, finalement, en 2 ou 3 semaines, on a pu passer la commande de ce nouvel appareil. Et donc, ce qui est fait grâce finalement à ces financements qui sont très flexibles, que sont les dons du public. Et pour donner, dans le cadre du Pasteur Don, on vous rappelle ces informations importantes sur le site internet du Pasteur Don, pasteurdon.fr, 3620. Il vous suffit de dire Pasteur Don par chèque, évidemment, par SMS, en envoyant don 5, don 10, don 20. Évidemment, on vous encourage à donner le maximum au 92 112. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir été présents en plateau. Et on passe maintenant à l'entretien culture. C'est parti. C'est un célèbre musical de Broadway qui s'invite sur les planches de la Madeleine, adapté et mis en scène par le talentueux Olivier Soliveres. Dear Evan Hansen, en français cher Evan Hansen, l'histoire d'un lycéen de 17 ans jeté en pâture au regard des autres, l'occasion d'aborder avec les codes de la comédie musicale le mal-être adolescent, l'anxiété sociale et l'impact des réseaux sociaux. On va en parler avec vous, Olivier Soliveres. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Merci. Vous êtes scénariste et metteur en scène. Dear Evan Hansen, c'est un musical multi
aussi récompensé à Broadway et à Londres, 6 Tony Awards, c'est pas rien quand même, hein. Ça dit quelque chose du succès. Ça fait partie des musicals qui sont devenus incontournables. Là-bas, oui. On espère en France aussi, oui. C'est quand même écrit par les auteurs de La La Land, donc ouais. Oui, il y a quelques références assez emblématiques. Il y a des refs, ouais. Moi, je l'ai vu en 2016. Ah, j'allais vous demander, c'était un spectacle que vous aviez vu vous-même à Broadway? Oui, je l'ai vu à Broadway. J'ai eu la chance de le voir en 2016. Je suis sorti de là, mais bouleversé. J'en revenais pas. Je dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je viens de voir? C'est fou. Pourquoi ça a titillé votre enfant intérieur, votre adolescent? Ouais, et puis visuellement, c'est dingue, c'est beau, et puis ça joue, c'est émouvant. C'est pas du tout une comédie musicale comme on a l'habitude de voir. D'ailleurs, moi, j'appellerais ça plus un spectacle musical ou du théâtre musical plutôt que. Quelle est la différence avec une comédie musicale? Par exemple, nous, on n'a pas de grande chorégraphie avec des claquettes, etc. Il n'y a pas tant de chansons que ça. On a 12 chansons dans le show, donc c'est pas. Donc c'est avant tout du théâtre musical. Il y a beaucoup, oui, ça joue beaucoup. Ouais. Ça se joue. Oui, ça se joue. Alors moi, j'ai une question à vous poser sur ce qui vous a donné envie de l'adapter, puisque donc vous l'avez découvert, vous l'avez aimé en tant que spectateur. À quel moment vous vous êtes dit, il faut que je fasse découvrir ça au public français? À aucun moment. Ah, c'est vrai? Non, mais j'y croyais jamais. Même. Non, mais j'y croyais. En fait, je suis allé voir une grande agent d'auteur pour une autre comédie musicale de Broadway que j'aimais beaucoup. Laquelle? On n'a pas le droit de le dire? D'accord. Mais dans un petit format, pareil, comme ça. Je ne voulais pas une grosse comédie musicale, parce que ça demande aussi beaucoup de moyens, quand vous avez 25-30 comédiens sur scène. Donc là, c'est une petite... il n'y a que 8 comédiens, 4 musiciens quand même en live. On va dire que pour l'univers des comédies musicales, c'est un format plus compact. Exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est dans au Théâtre de la Madeleine, qui l'accueille volontiers. Ouais, c'est trop beau. Parce que je voulais une scène intimiste. Et en fait, donc j'y allais pour une autre comédie musicale, et c'est cet agent qui me dit, mais pourquoi tu ne montes pas Dear Evan Hansen après Le Cercle des Poètes Disparus? C'est pour toi, tu adores travailler avec des jeunes, etc. C'est pour toi. Et je disais, mais c'est possible, je l'adore, je suis fan de cette comédie. Elle me dit, je pensais que c'était pas encore possible, je pensais qu'on pouvait pas avoir les droits des Américains. Et elle m'a dit, mais oui, tout le monde va... Les droits des Américains. C'est vrai que c'est un truc qui peut faire peur sur le papier. Ah oui, après, tu vas les rencontrer. Et là... Ça s'est passé comme dans les films? Ça s'est passé à un petit déjeuner, pas loin du Théâtre de la Madeleine, un dimanche matin. Ils étaient entre 2 avions. Et ils m'ont demandé ce que je voulais en faire. Et là, déjà, je leur ai dit, bah, écoutez, il y a déjà un problème, c'est que ça dure 2h30, votre spectacle, plus un entracte. Et à Paris, c'est pas possible. Mais pourquoi? Parce que nous, on joue souvent à 21h, parce qu'avant, il y a un 19h. Et là, ils m'ont dit, what the fuck, c'est quoi un 19h? Et nous, on n'a pas ça à Londres, à Broadway, ils ont un spectacle. Oui, dans la soirée, c'est tout. Voilà, nous, à Paris, on en a un peu plus, donc je leur ai expliqué. On optimise en France, s'il vous plaît. Exactement. Voilà, et donc, du coup, bah, je leur ai expliqué ce que c'était qu'à 19h. Ils disaient, est-ce que c'est possible de couper? Normalement, ils n'acceptent jamais. Ils m'ont dit, mais notre spectacle, il dure 2h30 dans le monde entier. C'est joué partout, en Argentine, en Allemagne, partout. Ils ont craqué pour 2 heures. Ils m'ont dit, montre-nous ce que tu veux faire. Coupe, fais tes coupes et après on verra. Et je l'ai fait. Et ils ont dit, OK, ça passe. Ça, c'est génial. Ouais, je relève quelque chose que vous venez de dire. Vous venez de dire qu'on vous avait dit que vous aimiez beaucoup travailler avec les jeunes. C'est vrai qu'on se souvient du Cercle des Poètes Disparus, que j'avais absolument adoré, qui a été un franc succès également. Qu'est-ce que vous aimez, et qui joue encore. Qu'est-ce que vous aimez chez les jeunes dans le fait de travailler avec eux? Bah, y a une fraîcheur, je pense que moi-même, je suis encore un grand jeune, un adolescent, et je sais pas, il y a une fraîcheur, il y a quelque chose... et puis moi d'abord, j'aime que mes salles soient remplies de jeunes. Je trouve que c'est important. J'ai rien contre les personnes plus âgées. Hein. Vous voulez qu'il y ait tout le monde dans la salle. Vous voulez qu'il y ait les familles, vous voulez qu'il y ait les jeunes, vous voulez qu'il y ait les ados. Londres, comme à Broadway, vous allez voir un spectacle à Londres. C'est le cas en Angleterre. C'est familial, il y a tout le monde, il y a les vous parents. les réunir en fait. Bah, exactement. Je ne sais pas si j'arrive, mais en tout cas, je crois que c'est mon but. Cette thématique de l'adolescence, est-ce qu'elle fait écho à quelque chose en vous? On a tous... Moi, j'ai détesté cette période de l'adolescence. J'ai trouvé que c'était un moment horrible à traverser. Est-ce que pour vous, ça a été un moment difficile, tempétueux, malheureux, un moment de découverte aussi? Pas trop. D'abord, moi, j'aime le théâtre depuis que j'ai l'âge de 9 ans. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé faire. Alors que pourtant ils ne viennent pas du tout de là, des parents médecins, enfin mon père était kiné, ma mère orthophoniste, rien à voir. Rien à voir avec le théâtre. Mais dès l'âge de 9 ans, ils m'ont laissé faire et j'ai eu beaucoup de chance dans mon adolescence. En revanche, moi je suis papa de 4 enfants, j'ai fait tous mes spectacles jeunes publics pour enfants pour eux, et maintenant ils grandissent, j'ai 2 grands qui ont 13 et 16 ans. Oh, ils sont en plein dedans. Ils sont en plein dedans, c'est pour ça que j'ai fait d'abord Space Wars, parce qu'ils aimaient Star Wars, puis après Le Cercle des Poètes Disparus, parce que c'était aussi mon film culte et je voulais leur montrer, et puis là, chez Evan Hansen, c'est aussi pour eux. Ouais. Et puis vraiment, j'y tiens,
j'espère peut-être qu'un jour, s'il y a des jeunes qui ont 25-30 ans en train de regarder une série sur la télé, en train de se faire livrer un truc, et qui tout d'un coup un soir se disent, tu te rappelles, on avait vu un truc quand on était enfant, ou au théâtre, c'était sympa, on s'était marré, tu veux pas qu'on y retourne? Bah ça serait ma plus grande fierté. Ouais. Être le déclencheur finalement d'une envie de théâtre. Je pense que c'est important, qu'il faut que les jeunes... voilà. En consomment. Ouais, bah oui, ça... Puis ça fait parler. Et quand ils y vont en famille, comme à Londres, je pense que le soir... ça déclenche des discussions. Bah ouais. Bah oui. Ça peut réconcilier aussi certaines choses et développer des discussions dans la famille. C'est l'histoire d'Evan, un garçon comme beaucoup qui est mal dans sa peau, timide, qui est très attachant au demeurant, qui est invisible aux yeux des autres. Et c'est là où le paradoxe s'installe, parce qu'il cultive finalement cette timidité, le fait de se cacher un peu, de se dissimuler, d'être cette personne timide, et en même temps, il rêve qu'on le remarque. Bon, ses vœux vont être exaucés par un événement perturbateur qui va finalement l'entraîner dans une sorte de spirale infernale. Et de là, un malentendu va enfler, faisant de lui ce qu'il n'est pas. Et cette question qui est là tout au long de ce théâtre musical, peut-on bâtir sa vie, son bonheur, finalement, sur un mensonge? Est-ce que ça marche, ça? Je ne pense pas. En tout cas, ça implique un certain nombre de complications. Hein. Oui, et puis c'est aussi la part des réseaux sociaux. On parle beaucoup de ça dans le spectacle, ça vient de là. C'est aussi, on est en plein dans l'époque où on a besoin d'être vu. Et je trouve ça, mais voilà, j'ai des ados, les réseaux sociaux c'est omniprésent. Me tuent, c'est omniprésent. Je suis tout le temps en train de leur dire arrête, lâche ton portable, s'il te plaît, regarde un film. Oui, on en est à prier pour un autre écran. Qui regardent, voilà, plutôt qu'ils restent sur leur petit truc. La dernière fois, je suis rentré il y a 2 jours, et mon fils il me voit. Non, il me dit je regarde un film, mais sur son portable. Et je dis mais regarde sur un grand écran. Oui, les réseaux sociaux, il y a vraiment ce truc qu'on a besoin d'être vu, quoi. C'est de poster des trucs tout le temps. Et si on ne l'est pas, on est un outsider, on est à côté un peu du jeu. Rejeté. Hein. Je pense que c'est ça, Evan. Il est harcelé d'une autre manière, c'est-à-dire qu'il est indifférent. C'est dur aussi à vivre, hein, parce qu'on parle beaucoup du harcèlement tel qu'on se l'imagine, de manière peut-être un peu caricaturale à l'école. De taper ou de voler le goûter ou des trucs comme ça. Mais le harcèlement, c'est aussi la solitude, je pense. Là, moi, j'ai mon grand qui est rentré au lycée. Il est dans un lycée où il connaît personne. Oh, c'est dur, ça, l'anonymat. C'est terrible. Il faut se faire une place. Exactement. Il faut exister pour soi, sans tricher, alors, si je reprends les codes. Sans tricher. Parce que la vérité finit toujours par éclater au grand jour. Ça fait plus mal encore. Vous évoquez des thèmes universels, la solitude, l'amitié, la quête de soi, les réseaux sociaux, vous l'avez dit évidemment, et ce sujet qui est omniprésent dans nos sociétés. Moi, ce thème m'énerve un petit peu, c'est il faut apprendre à s'aimer tel qu'on est. Mais c'est impossible de s'aimer tel qu'on est. Enfin, on est critique sur soi-même et encore heureux, non? Oui, non, moi ça, je suis complètement d'accord. On peut vivre avec ses défauts, avec ses qualités. On nous dit tout le temps, non mais... aime-toi d'abord. Ouais, aime-toi d'abord. Moi, ça m'énerve. Hein. Moi, je trouve que surtout ce spectacle, c'est un truc de... Ok, j'ai un de mes enfants qui a 3 ans, et je lui lisais une petite histoire sur une petite licorne qui a sur les émotions. Et il a un petit nuage quand il va pas bien, un petit nuage qui pleut quand il va bien, un petit nuage quand il y a des éclairs, quand ça va pas très bien, il y a un soleil quand il va bien. Et donc je lui dis, alors Jules, comment c'était là en ce moment, c'est quoi? Et j'ai un soleil, ça va, je suis contente. Oh, trop chaud. Et dans cette histoire, et je trouve que ça se rapproche à Evan. Moi, dans ce spectacle, c'est ça que je ressens. Et c'est pour ça que les gens, j'ai l'impression que quand ils sortent, ils ont une patate. C'est aussi de se dire, dans cette histoire de la petite licorne, elle dit, si tu as un soleil, c'est super. Mais aussi, regarde autour de toi. Regarde si tous les gens, ils ont un soleil. Regarde si mamie, regarde, elle a un problème. Tu vois, elle a un petit nuage là, parce qu'elle a perdu ses lunettes. Alors, va peut-être l'aider. Regarde maman, c'est lumineux. Voilà, si tu vas bien, regarde aussi les autres. Et si tu vas pas mal, et si tu vas mal comme Evan, c'est une des chansons du spectacle titre, c'est quelqu'un viendra. Ouais. Voilà, et moi je crois en ça. Et je pense qu'en ce moment on en a besoin. Voilà, tendons-nous la main, aidons-nous, et voilà. Et si tu vas bien, c'est super pour toi. Mais regarde si tu peux pas aider les autres à côté. À avoir un petit soleil aussi au-dessus de la tête. Vous venez de parler d'une des chansons du spectacle. Qui dit musical dit musique, évidemment. Vous vous êtes entouré du talent d'Oshi pour délivrer des chansons qui sont vraiment à fleur de peau, qui sont magnifiques, qui sont très bouleversantes. C'est un mélange de pop contemporaine à la base, de ballades, de chansons qui sont aussi très dramatiques. Il y a quelque chose d'assez mélancolique. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce personnage d'Oshi? Parce que c'est un personnage, indépendamment de son talent. C'est une grande artiste. Alors, il n'y a pas que Oshi, il y a aussi Frédéric Strouk et David Sauvage, que je veux citer, qui, eux, ont lancé au départ ils m'ont aidé à faire les premières maquettes.
il y avait du travail, hein, parce qu'il fallait adapter tout ça. Les chansons américaines sont folles, et je voulais vraiment être sûr que ça sonne bien en France, donc je leur ai demandé à Frédéric. Ils ont fait un travail d'adaptation incroyable. Les 2 premières sont folles, et après, Oshi nous a rejoints, parce que Oshi, d'abord, elle a connu ça, l'exclusion au lycée, au collège, et elle nous a dit oui tout de suite. Elle a cette sensibilité que vous recherchez. Cette sensibilité, elle écrit à fleur de peau, et ça allait parfaitement avec Evan. Elle est trop contente du spectacle. Elle n'a pas arrêté de me dire, mais je ne pensais pas que ça allait de ça. Oh, c'est fou tout ce que vous avez fait. Ouais, donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ces moments chantés, ils ne sont pas juste là pour habiller, pour faire joli, pour divertir. Ils sont là pour faire avancer l'histoire. Finalement, c'est un moment de développement pour le personnage. C'est un moment pas uniquement de réjouissance, c'est un moment qui est utile. Exactement. Et il y a même pas toujours le cas dans les comédies musicales. On est bien d'ailleurs, des fois, ce que je reproche un peu à certaines comédies musicales. Je ne dirai rien. D'accord, ok. Mais oui, c'est exactement ça. Il y a parfois, c'est même Evan, Antoine Le Provost qui joue Evan. Il est incroyable. Il est incroyable. Vous l'avez bien choisi. Et parfois, il me disait, je pourrais vous expliquer comment j'ai choisi, parce qu'à la base, ça ne devait pas du tout être lui. Mais je lui dis parfois, c'est des monologues. C'est même pas une chanson. C'est vraiment des monologues. Il est en train de chanter un monologue et parfois il pleure tout en chantant, ce qui est terrible. Et je lui ai toujours dit, écoute, et mes comédiens pareil, si vous n'arrivez pas à atteindre la note parce que vous êêtes pris par l'émotion, on s'en fiche. C'est pas grave. Bon, alors comment vous l'avez choisi? C'est un peu l'histoire de numéro 2 de Funkinos? Il a failli avoir un autre Daniel Radcliffe? Ouais, non. Non, c'est juste que je voulais quelqu'un de chétif, quelqu'un de petit. C'est ce que j'ai dit à ma directrice de casting, Jennifer Barr. Et Antoine est arrivé, il fait 1m88. Et il venait pas du tout pour ce rôle, il venait pour le rôle de Connor. Ok. Donc lui, c'est le grand ado. Voilà, qui va pas bien et qui frappe tout le monde. Il venait pour ça, mais je sais pas, j'ai vu dans ses yeux, dans sa bouille. C'est génial. Il a 19 ans. Et je lui ai dit, mais tu veux pas aussi passer Evan? Et il nous a dit tout de suite, mais vocalement, c'est très très dur. Le rôle d'Evan. Donc il s'en sentait pas capable? Ouais, il s'est dit, mais je suis pas sûr. On lui a dit, bah vas-y. On essaye. Tente-le. Et c'est un gars qui adore les défis. Il s'est dit, ok, je C'est génial. Ça, c'est une chouette histoire. Ouais, c'est génial. Mais j'en ai plein dans ça. Kevin, qui joue le rôle de Jared, le meilleur ami l'ami de la famille de Evan, il était comptable. Il prenait des cours de comédie musicale à côté. Il était comptable, je l'ai vu arriver avec ça. Ça veut dire qu'un jour, peut-être que je pourrais postuler. Postule, moi, je m'en fous du CV. Non, mais c'est vrai, je m'en fous complètement. C'est génial. Les gens m'envoient des CV, mes assistants me disent, tu as lu le CV? En fait, je m'en fous. Moi, mes castings, les gens le disent maintenant. Ça doit être un joyeux bordel, pardon. Non, j'aime bien parler d'abord aux gens, donc je leur parle, tout ça. Et vous voyez, ça marche. C'est un peu long, mais voilà. Et Kevin était comptable, et c'est pour la petite histoire, on a répété les saluts la semaine dernière, quelques jours avant la première, et je le vois, on commençait à répéter les saluts, donc il y a l'orchestre qui se met à jouer la musique du salut, et je le vois dans un coin des coulisses, et il était en larmes. Oh. Pourquoi? Parce que c'était sa comédie musicale préférée, et ça l'a aidé même dans sa vie perso. C'est génial. Il l'avait vu à Broadway à Londres. Ça lui a permis de traverser cette période. Il avait Dear Evan Hansen dans sa chambre. Il était comptable et maintenant il se retrouve sur scène à le faire en France. C'est génial. Et il m'a dit, j'entends la musique du salut et je suis bouleversé. Connor, le grand, pareil, il faisait pas de comédie musicale, il déteste ça. Il avait fait The Voice, mais il rappe, il fait du rock, la comédie musicale, il déteste ça. Et là, vous avez réussi à réconcilier tout le monde. Il a dit, ok, je vais quand même venir, parce qu'il avait vu le Cercle des Poètes Disparus, mais je vais venir. Et puis c'est vraiment le personnage, il rentre, c'est Connor, quoi. C'est à découvrir absolument au Théâtre de la Madeleine, cher Evan Hansen, les mercredis et jeudis à 20h, les vendredis et samedis à 21h. Il a fallu expliquer ça aux Américains. Et les samedis et dimanches à 15h. Merci beaucoup, Olivier Soliveres. À très bientôt. À bientôt. Et on passe tout de suite à C'est tout bon. Comme tous les jeudis, on se régale avec Laurence Saloche et c'est une grande première, Laurence, puisque cette année, Paris accueille la Pizza Week jusqu'au 11 octobre. C'est une vingtaine d'établissements qui ont décidé de participer à cette manifestation. Est-ce qu'on a encore vraiment des choses à apprendre sur cette spécialité italienne? Moi, j'ai l'impression qu'on en a largement fait le tour. Alors, c'est vrai qu'on la connaît très, très bien, hein, cette spécialité, cette pizza. Elle arrive d'ailleurs en tête des 3 spécialités des plats de cuisine étrangère qu'on apprécie. Je ne vais pas vous étonner si je vous dis avec le couscous et le burger. D'accord. 97% des Français, selon un sondage récent d'Opinionway, consomment très régulièrement de la pizza.
ou des pizzas, je ne sais pas très bien comment on dit. 10 kilos par an, par habitant, c'est quand même pas mal. Hein. Ah ouais, moi, je reviens sur cette entorse nutritionnelle, on se régale, mais c'est vrai que c'est assez on doit riche. se régaler, eh bien, on évite les pizzas de grande surface avec des additifs, des conservateurs. Ça, on préfère la pizza artisanale, que ce soit plutôt au restaurant d'ailleurs, parce que très souvent, quand on les commande quand même et qu'on se les fait livrer, il y a une perdition sur la qualité, il n'y a plus la chaleur, le fromage est un peu figé. C'est moins bien. Donc, il faut absolument privilégier les pizzas qui sont artisanales. Alors, parmi les garnitures que l'on préfère, à votre avis, quelles sont ces garnitures que le pays du fromage adore? La 4 fromages, la quattro formaggi. Exactement, juste devant la Regina. Et c'est vrai que cette pizza, on l'apprécie. Pourquoi? Souvent, on a envie d'y revenir très régulièrement. Elle est hyper confortable, non? Parce que c'est réconfortant. C'est simple, c'est un plat simple et c'est pas trop cher. On est sur une Regina dans Paris, on est autour de 12 €. Ça reste abordable. abordable. Ça reste quand même assez abordable. Surtout si on évite certaines versions un peu luxueuses qui fleurissent, par exemple, à la truffe. Je ne suis pas très pour l'embourgeoisement de la pizza, d'autant plus que si on est un puriste, on se rappelle qu'elle est née, cette pizza, à Naples, au XVIe siècle, et qu'à l'origine, c'était plutôt une pâte de focaccia, juste avec un peu d'huile d'olive, des herbes et un peu de fromage quand c'était le jour de grandes... Donc c'était des versions très simples. Oui, de grandes gourmandises, mais sinon, c'était des versions simples. On essaye de rester sur cet esprit. Alors justement, est-ce qu'on peut rappeler la différence entre la pizza romaine et la pizza napolitaine? Alors, la pizza romaine, elle est extrêmement appréciée par les Italiens du Nord. Et alors là, vous avez la chic, hein, elle est fine, sa bordure est basse. Je crois que je suis chic. Elle est croustillante. Je crois que je suis chic. Il faut que les ingrédients soient très bons. Elle est un peu moins roborative que la romaine, mais elle est excellente, c'est vrai, et on l'apprécie beaucoup, nous les Français. Du côté de la napolitaine? Alors, si on prend une bonne pizza romaine, je vous donne une adresse. Ah oui, quand même, bien sûr. On va chez Ave Pizza Romana, qui est dans le 11e arrondissement. Donc vous voyez, elles sont comme... on les retrouve, hein, c'est des light, elles sont toutes fines. Et puis alors là, vous avez une décoration, c'est intéressant, c'est une nouvelle pizzeria, où on n'a pas le maillot de foot de Maradona. Non, c'est fini ça. La bouteille de Chianti avec la bougie. Non, c'est hyper branché. C'est hyper branché, on est dans le 11e évidemment, c'est une ancienne galerie, tout est blanc. Et c'est un peu à l'image de ce qu'on a dans l'assiette, c'est-à-dire que vous allez trouver des pizzas classiques, mais aussi beaucoup d'originales, qui sont par exemple avec de la saucisse au fenouil, du thon et une ricotta au curry. Donc ça vaut vraiment le coup quand on a envie un peu de changer des habitudes et de la routine. Et de midi à 13h en semaine, elles sont proposées à partir de 6 €. Donc en plus, c'est un très bon plan. C'est un bon plan. Ouais. La napolitaine, si je ne me trompe pas, elle a des coussinets plus dodus. Elle est gironde, hein, notre napolitaine. Elle a cette pâte qui est plus moelleuse que croustillante. Et puis sur ses bords, comme ça, elle est généreuse, elle est même gonflée, j'allais dire. Et une bonne pizza napolitaine, c'est justement quand elle a son bourrelet, qui est un peu alvéolé et puis bien grillé parce qu'elle est chauffée à un four très élevé. Très élevé. Ah oui, c'est-à-dire? Oui, elle a 450, je crois, ou 420 grammes, plutôt dans un four qui est dédié, un four à bois ou un four à boulanger. Ça, je vous en parlerai après parce qu'on a un uluberlu qui est boulanger et qui va se mêler de pizza. Et là, si on veut une bonne adresse, on va plutôt chez carrément le champion du monde. Oui, on a une star à Paris. On a une star à Paris qui est Giuseppe Catraro. Et alors, il a été champion du monde en 2019, sa pizzeria 3e au monde et puis première en Europe en 2022. Bref, il est bardé de récompenses, de reconnaissances et il fait des pizzas qui sont assez excellentes. Là encore, on retrouve un endroit, si je prends celui de la rue des Martyrs, le restaurant de la rue des Martyrs, hyper sympa, une décoration dans les jaunes, les rouges, l'ambiance est plutôt assez jeune. Et en revanche, on ne peut pas réserver, donc voilà. Mais c'est toujours un peu la guerre. Un peu la file d'attente parce que... Et je crois qu'il sélectionne lui-même ses farines à Naples et il fait son mélange assez spécial. Je crois qu'il a toute une histoire autour de... Oui, vous êtes très très bien renseigné. Et il a eu notamment son prix, la campione, la championne, c'était à partir de petites tomates jaunes plutôt. Et il est très sympa parce qu'en plus sur le site, vous allez trouver 3 recettes, les emblématiques. Mais il a aussi sorti un livre en 2021, vous avez 50 recettes, où là vous avez des variantes en veux-tu, en voilà. Il y a une autre adresse si on veut aller par exemple chez Dalmata, dans le 2e arrondissement. Ouais, c'est une autre adresse. J'aurais pu vous en donner long comme le bras, j'en ai plein, on a tous les nôtres, mais c'est aussi une très très bonne adresse. L'important c'est la pâte, qu'elle est bien reposée, qu'elle soit légère et surtout la qualité des ingrédients, j'y reviens, parce que c'est cette sélection d'ingrédients qui fait toute la qualité. Tout, hein. Une belle burrata bien crémeuse qui file sur la pâte. Au dernier moment et c'est ça qui fait la différence.
Alors la fameuse Pizza Week comprend, Semaine de la pizza a débuté mardi. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans le programme du week-end? Alors il y a plein de choses à voir, hein. Il y a une vingtaine, donc vous avez l'occasion de rencontrer des pizzaiolos qui sont italiens et aussi américains. Ce que je trouve intéressant, vous allez voir sur le site, je vous engage à aller le voir parce que vous allez trouver ce qui vous intéresse. 3 petites pistes, vous avez Thibaut Spiwak qui est étoilé à Nona. Étoile verte, non? Ouais, et qui fait une pizza fumée sous cloche. Vous avez aussi un autre endroit où vous allez trouver de la pâte qui est faite avec de la bière. Je n'ai pas testé. Ça doit être intéressant, la question de la fermentation, ça doit être bien alvéolé. Intéressant. Et puis ensuite, vous avez par exemple pour la calzone, ça c'est Italie, le fameux Italie dans le Marais, où la calzone, on va sur ce chausson qui est à l'anguille, bah non, là il a travaillé à la verticale, je ne sais pas ce que ça donne. Génial. Mais ça doit être intéressant. Ils sont plutôt forts quand même pour les produits. C'est amusant, ce sont des variantes qui sont originales. C'est quoi votre adresse préférée à Paris? Alors moi, la pizzeria, pour moi, il faut qu'elle soit pas trop loin de chez moi. Je traverserai pas tout Paris. Je sélectionnais Bistro Popu pour une raison, c'est qu'elle répond, Mélanie, qui est la fondatrice, répond à une vraie tendance qui est celle de la pizza de terroir. Terroir, ça veut dire que la farine est plutôt bio et d'Île-de-France. Génial. Il y a beaucoup de producteurs qui font des choses très, très qualitatives. Et puis ensuite, tous les ingrédients, en fait, sont locaux, comme les Italiens font chez eux, d'ailleurs, hein. Et alors, vous avez, par exemple, la margherita devient la marguerite. Et au lieu d'avoir de la mozzarella, on a de la tome fraîche. On a des petites tomates de Provence. C'est chauvin. C'est chauvin, mais en fait, c'est chauvin. Je vous l'accorde, il y a même une titi parisienne, on peut même être encore plus concentré sur les Parisiens. C'est Parigo, parce que la titi parisienne, elle est faite avec le jambon de blanc Prince de Paris, qui est un des meilleurs, et puis des petits champignons de Paris. Alors c'est vrai que c'est un peu franchouillard. Maintenant, je vous rappelle quand même, je ne sais pas si vous le savez, qu'on a eu une championne de France, championne du monde française, qui était consacrée en 2022 et qui s'appelle Caroline Maillat. Alors elle est à Saint-Priest, donc elle n'est pas à Paris, mais voilà, on sait faire aussi. On sait faire la pizza. On sait faire la pizza, un peu à notre façon, mais pourquoi pas? Alors on trouve aussi des pizzas dans les boulangeries, c'est pas nouveau. Ce qui est plus atypique, c'est d'en trouver dans le nouveau coffee shop de Christophe Michalak qui vient de s'installer au Printemps Haussmann à Paris. Ça donne quoi une pizza de pâtissier? En général, dans les boulangeries du quotidien, c'est pas toujours excellent, hein. Alors, j'y suis allée. J'avais rencontré Christophe Michalak. Il a une mère d'origine italienne. Il est fou de pizza et de pasta. Dans le sud où il est, il l'a fait lui-même. Il a fait reposer 48 heures. Il met un peu de polenta dans sa préparation, de l'huile, fruité vert, enfin bref. Donc je me suis dit, il connaît son sujet parfaitement. J'étais très intriguée. Donc lundi, me voilà au coffee shop. J'avais le choix entre deux. Une libanaise que je n'ai pas choisie, za'atar, aubergine, caviar d'aubergine, etc. Et j'ai pris la napolitaine, pour le coup, pour rester dans le sujet, où on avait un très très bon pesto. C'est plutôt une base focaccia, de la tomate, emmental, mozzarella, et puis le basilic. Ça dit quoi? Ça dit que, en fait, quand c'est réchauffé, je suis sûre que quand ça sort du four, c'est très bon. Quand c'est réchauffé une fois de plus... C'est un peu dur, non? Alors ça durcit justement la pâte. Le petit pneu de vélo pour le coup, parce que ça durcit un peu la pâte, puis ça libère un peu le gras de l'emmental. Bon, c'est des bons ingrédients. J'irais, si je devais donner une note, j'aime pas trop donner de notes, bien plus, mais c'est pas l'endroit où il faut aller manger une bonne pizza. Il y a un endroit qui m'intrigue parce que vous vous y êtes rendu, c'est en face de là où j'habitais avant, du Pain et des Idées, dans le 10e arrondissement, qui va mettre à la carte de la table qui l'ouvre dans les jours qui viennent. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous dévoiler? Si vous habitez le 10e ou si vous avez habité le 10e, vous savez que c'est un succès fou. C'est terrible. Il y a des files d'attente de dingue. C'est infernal. Christopher Vasseur, il s'est dit, moi j'adore faire la cuisine. Il était dans le commerce de luxe, il fait de la boulange. Maintenant, son envie, c'est de faire de la tambouille, dit-il lui-même. Et alors, sur son site Instagram, parce que ça ouvre le 20 octobre, donc je ne l'ai pas encore testé, mais sur son site Instagram, il est incroyable, c'est un huluberlu, hein. Il se présente avec une pizza XXL, dit-il, d'anthologie. D'accord, j'adore. On la mangera avec les doigts sans couvert, elle tient toute seule, du bout des doigts, et a priori, on se lavera les mains dans un bénitier. Donc, mais j'adore d'avoir. Vous savez ce que j'adore, c'est que je le trouve complètement perché, moi. Ah oui, mais ça réussit complètement. Très bien. Son on a hâte de goûter alors. De pistache est une folie. Le pain des amis merveille. Marche très bien. À tester donc. Ouais, à tester. Absolument. Pour l'art de la table, on reste évidemment en Italie avec une maison méconnue, la Double J, fondée par Gigi Martin, qui propose des créations haut de gamme. Oui, alors elle est connue pour les vêtements, mais il y a un très bel art de la table fait par des artisans. Là, on est sur un service qui s'appelle Napoli, Rosa. Et alors, on retrouve des motifs de fresques qui ont été reprises sur des fresques réelles de Naples, très anciennes. Les teintes choisies dans ce vert tendre et ce petit rosé aimable, doux, parce que c'est des couleurs lavées par le soleil du sud. Voilà, tout le liseré à la feuille d'or, 18 carats. Hyper chic. C'est chic, un peu cher, mais bon, voilà, c'est le...
hyper élégant. C'est l'élégance. On ne peut pas conclure cette chronique, Laurence, sans parler de la roulette à pizza. Je vous laisserai pas partir sans. Oui, bah oui. Alors rapido, j'aurais pu aller évidemment sur des maisons italiennes, mais je ramène un tout petit peu l'actualité à la France. Chauvine, comme toujours. Je voulais donner un coup de main aux producteurs de l'Aveyron. Là, c'est de la maison Honoré Durand qui fait cette roulette. On est à l'Aïeul et on peut les retrouver Paris-Bercy ce week-end. Donc vous pouvez faire pizza et producteur de l'Aveyron. Et là, vous allez joindre les deux plaisirs le soir. Vous allez choisir votre petit laïeul en fromage ou un très bon roquefort. Et le soir, je vous engage dimanche soir à vous mettre en cuisine pour faire une pizza. C'est génial. Parce que c'est à la fois simple et c'est très convivial. Pas si onéreux. Merci pour tous ces bons conseils. Ça fait plaisir de se retrouver autour d'une bonne pizza et vous avez raison, on n'en abuse pas. En tout cas, on n'abuse pas de celles qui sont industrielles et on fait plutôt les choses bien à la maison avec des bons ingrédients. Oui. Un grand merci, ma chère Laurence. On vous retrouve très vite pour une nouvelle chronique gastronomique. Demain, vous retrouvez l'excellent Damien Canivez et moi, je vous souhaite une excellente soirée.